Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet fascinant, la montée en puissance absolument stupéfiante de la Chine en Amérique latine. C'est une région qui a très longtemps été vue comme le domaine réservé des États-Unis. Alors, comment est-ce qu'en à peine 20 ans, un changement aussi radical a bien pu se produire? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. On va commencer par une question qui fait un peu penser à un film d'action, un techno-thriller. Imaginez un instant un conflit entre la Chine et l'Amérique, mais pas à l'autre bout du monde, non, juste là, aux portes des États-Unis. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est plus de la science-fiction. D'après les médias d'État chinois eux-mêmes, leur armée a bel et bien mené des exercices de guerre. Le scénario? Des opérations militaires à grande échelle contre des forces occidentales. Dans les Caraïbes, à quelques kilomètres à peine des côtes de la Floride. Le message est en ne plus clair. Mais attention, cet exercice militaire, ce n'est vraiment que la partie visible, spectaculaire de l'iceberg. C'est en fait le symbole d'une présence bien plus large, bien plus concrète, que la Chine a patiemment construite, brique par brique, ou plutôt port par port. Ce chiffre, 37, il faut vraiment le retenir parce qu'il est au cœur de toute cette histoire. 37, c'est le nombre de ports stratégiques en Amérique latine et dans les Caraïbes qui sont aujourd'hui liés, d'une façon ou d'une autre, à des entreprises chinoises. Ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Alors ces 37 ports, qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, il y en a 10 qui sont carrément détenus ou gérés par des entreprises chinoises. Pour les 27 autres, c'est la Chine qui a payé ou qui a construit. Une étude a même identifié les 3 plus inquiétants pour la sécurité américaine, Kingston en Jamaïque et puis Manzanillo et Veracruz au Mexique. Autant dire 3 points d'ancrage qui donnent des sueurs froides au Pentagone. Et c'est là qu'on touche à un concept absolument crucial, ce qu'on appelle l'infrastructure à double usage. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont des actifs qui ont l'air purement civils, commerciaux, mais qui peuvent être transformés en outils militaires en un claquement de doigts. C'est un peu un couteau suisse géant. Ça a l'air inoffensif, mais ça peut devenir redoutable. Grâce à ce réseau, la Chine n'a même pas besoin de base militaire officielle. Elle peut collecter des infos sur les mouvements de la marine américaine, elle peut perturber des chaînes logistiques vitales, et elle peut même lancer des attaques. D'ailleurs, la Chine a développé des missiles de croisière qui peuvent être cachés dans des simples conteneurs. L'avantage stratégique est juste énorme. La grande question, évidemment, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment la Chine a-t-elle réussi à s'implanter aussi profondément et surtout aussi vite dans une région qui a toujours été dominée par son grand rival américain? La réponse, en fait, elle tient dans une stratégie qui s'est déroulée sur 20 ans. Bon, les relations entre la Chine et l'Amérique latine, ce n'est pas nouveau. Mais le vrai tournant, le Big Bang, le moment où tout a basculé, c'est 2001. C'est l'année où la Chine est entrée à l'Organisation mondiale du commerce. Et là, les règles du jeu ont été complètement changées. Il suffit de regarder ce graphique. La courbe est juste vertigineuse. En 2000, le commerce était quasiment inexistant. Aujourd'hui, on parle de 518 milliards de dollars. Ça représente une croissance annuelle de 31%. C'est un véritable tsunami économique. Et il n'y a pas que le commerce, il y a aussi l'argent, les prêts. Depuis 2005, la Chine a prêté plus de 120 milliards de dollars dans la région. Et ce ne sont pas juste des prêts, c'est un des principaux outils de son influence politique. D'ailleurs, cet argent n'a pas été distribué au hasard. Loin de là. Les 3/4 de ces prêts sont allés à seulement 2 pays, le Venezuela et le Brésil. C'est une stratégie d'influence très ciblée sur les poids lourds de la région. Ce qui nous amène logiquement à la question qui brûle les lèvres. Pendant tout ce temps, que faisaient les États-Unis? Ils n'ont rien vu venir? En fait, la réponse est un peu plus compliquée que ça. Cette comparaison illustre parfaitement le problème. D'un côté, on a la Chine qui arrive avec du concret, des projets, des milliards de dollars et même de l'aide médicale en pleine pandémie. De l'autre côté, les États-Unis qui proposent des initiatives, disons, sous-financées et beaucoup d'avertissements. Pour les pays de la région, le choix était vite fait. Prenons un exemple concret, l'initiative américaine Build Back Better World. La contribution de départ demandée pour la première année, c'était 6 millions de dollars. Oui, 6 millions. C'est une somme dérisoire face aux milliards chinois. L'écart entre le discours et la réalité est juste abyssal. Roland Lazarus, qui est un ancien diplomate américain, le résume très bien. Si on n'offre pas d'alternative concrète, les avertissements ne servent à rien. Et dans ce cas, Washington risque tout simplement de perdre son rôle de leader. C'est presque une certitude. Et il faut bien comprendre que ce qui se passe en Amérique latine n'est pas un cas isolé, pas du tout. C'est en fait le symptôme d'un rééquilibrage beaucoup plus vaste du pouvoir économique mondial. Un rééquilibrage qui se fait à une vitesse vertigineuse. L'analyse de Nassim Nicolas Taleb, le célèbre ingénieur du risque, est particulièrement frappante. Il nous dit en gros, regardez cette rapidité dans le domaine économique et maintenant transposez cette même logique
à la capacité de production militaire. Ça donne une petite idée de qui sera la superpuissance de demain. Et les chiffres, eux, sont sans appel. En moins de 20 ans, la part combinée des États-Unis et de l'Europe dans l'économie mondiale s'est littéralement effondrée. Et pendant ce temps-là, la Chine les a complètement éclipsés. Tout ça nous amène donc au cœur du problème. La réalité géopolitique a changé et de manière irréversible. Il faut vraiment en prendre la pleine mesure. Le point essentiel à retenir de tout ça, c'est le suivant. La Chine n'est plus un simple acteur économique lointain, c'est devenu une puissance stratégique avec des intérêts, des actifs majeurs, qui est directement intégrée dans ce qui était, pendant plus d'un siècle, le précaré des États-Unis. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui est à la fois ouverte et un peu glaçante. Maintenant que deux géants mondiaux se retrouvent en quelque sorte face à face dans le même quartier, la question n'est peut-être plus de savoir si un conflit est possible, mais plutôt s'il est en train de devenir inévitable.